Je m'appelle Denis Parent. J'ai écrit un livre, un roman qui s'appelle Grand Chasseur Blanc, qui nécessite quelques explications, paraît-il, avant de l'avoir lu. Grand Chasseur Blanc, c'est d'abord un titre un peu ironique qui fait allusion à une littérature que j'aime bien, qui est la littérature post-coloniale ou coloniale, qui est celle des Kessel, Monfred, Loti, etc. À savoir que le personnage principal de ce livre a choisi l'exil, vit loin de la mère patrie, de la métropole, comme on disait avant. Ce personnage est parti, mais c'est un délinquant. Et pendant la moitié du livre, ou les trois quarts, on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi la police le recherche? Pourquoi il a des gens à ses trousses? Et pourquoi il a un petit réseau d'amis qui, via Skype pour les communications et via quelques virements bancaires ou apports de cash, l'aident à survivre dans son exil lointain. Ce personnage s'appelle Didier Neveu, il vit quelque part en Indonésie, à Bali très précisément, où il a fini par poser ses bagages. Et là, il va faire des rencontres dans sa semi-clandestinité, puisqu'il porte un autre nom, il a une autre carte d'identité. Et il va faire des rencontres qui vont l'amener à repenser à ce qu'il a été et à révéler au lecteur un certain nombre d'éléments de sa vie passée. Ce Didier Neveu, qui s'appelait Simon Soro, a été producteur pour la télévision, il a été écrivain aussi, donc ça n'est pas un délinquant ordinaire. C'est en tout cas un délinquant avec une lourde conscience, et un délinquant qui a 55 ans, donc qui remet en cause un certain nombre de choix qu'il a fait durant sa vie. Sur place, il va rencontrer un grand Québécois qui fait du business sur place, une sorte de figure, une sorte de golem, une figure tutélaire, grande gueule, homosexuel, ventripotent, connaissant très bien le pays. Et puis il va faire la rencontre d'une femme aussi. Il faut toujours un peu une histoire d'amour dans un livre qui revient sur les affres de sa conscience. Essentiellement, c'est un livre qui se structure comme une chronique, avec des flashbacks, avec le temps qui passe, au rythme de la rizière, au rythme des balinais qui regardent les Occidentaux avec une sorte d'affection distante, puisque les Occidentaux, à leurs yeux, sont quand même d'étranges animaux. Et au rythme de cette rizière, eh bien, le passé ressurgit. Et d'une certaine manière, c'est un peu le passé de ma génération que j'ai essayé de raconter. Ceux qui sont nés dans les années 50-60, qui ont vécu la grande utopie des années 60, qui sont partis sur des routes lointaines, celles du Népal ou celles de Bali éventuellement, pour chevaucher des vagues, jouer de la guitare sur la plage et faire le signe de la paix dans le sable, tout en embrassant toutes sortes de jeunes femmes dont on pouvait changer assez régulièrement, puisque l'amour était libre. C'est donc le destin d'un homme qui revient sur sa jeunesse, et c'est, de manière un peu métaphorique pour moi, la situation que je constate quand j'ouvre mes journaux aujourd'hui, c'est-à-dire que tous ces jeunes hommes qui ont parcouru le monde avec en bandoulière les cartes bleues de la puissance occidentale se retrouvent aujourd'hui dans des pays émergents alors qu'ils sont âgés, que leur pouvoir d'achat décroît, et ils sont confrontés à une jeunesse qui, elle, est bardée de smartphones, est bardée de mobylettes et de motos fabriquées sur place. Ils sont confrontés au retour de bâton, au boomerang de la société occidentale qui se prend la société orientale dans la figure, alors même que cette génération-là, la mienne, a cru longtemps qu'un monde nouveau, un monde hippie peut-être, allait advenir un jour. Donc c'est un livre un peu mélancolique, un peu satirique, un peu ironique, un livre que j'espère assez drôle, sur des vieux adolescents qui ont plus de 50 ans, donc, qui se livrent au plaisir de ce qu'ils étaient, des adolescents qu'ils étaient 30 ans auparavant, mais qui ont le poids et l'amertume sur leurs épaules de toutes ces années qui ont passé, de tous les échecs qu'ils ont connus dans leur vie. Donc c'est un livre générationnel, on va dire, qui se moque généreusement de ce qu'est l'Occident, des mythologies alternatives de l'Occident, qui se moque tendrement aussi, puisque ces mythologies étaient nécessaires, même si elles ont trouvé leur fin, même si elles arrivent à bout de souffle, avec toutes les difficultés qu'il y a autour du droit d'ingérence, toutes les difficultés qu'il y a autour de la compassion universelle, toutes les difficultés qu'il y a à être un occidental dans un monde où l'oriental devient à son tour
dominant, pour ne pas dire impérialiste. Donc c'est dans une île, l'île des dieux, avec toujours une forte superstition, parce que les Balinais croient toujours que le centre du monde hindouiste, c'est le mont Agung, un volcan de plus de 3000 mètres qui est au centre de Bali. Le Balinais croit que c'est de là que le monde, à partir de là que le monde s'organise, avec les grands dieux hindouistes qui résident dans le volcan. Et c'est avec toute cette mythologie, toute cette superstition et toute cette hyper-technologie dans la rizière que notre héros est donc confronté à ses identités. La sienne, la fausse, celle avec laquelle il a signé des livres, et celle qu'il investit sur Facebook, car évidemment, sans les réseaux sociaux aujourd'hui, on ne peut pas survivre ni dans la banlieue parisienne, ni au fond d'une rizière. Voilà, donc c'est un livre qui est une sorte de comédie de mœurs excentrée et excentrée.